questions qu'on pose, le podcast. Une aura de mysticisme et de mystère entoure la méditation. Je médite dans la posture du demi-lotus, le dos très droit, les yeux fermés. Sans doute une expression de sérénité sur mon visage, la plupart du temps. Dans mon entreprise de désacralisation de la méditation, il me paraît important de dire que parfois, dans cette posture qui évoque pour Jon Kabat-Zinn la majesté et la sérénité d'une montagne, eh bien je m'ennuie. Et même, je pense à mon ennui. Je suis en train de me dire « Waouh, je me fais tellement chier ». L'ennui fait partie intégrante de l'expérience de la méditation, tout comme énormément d'autres émotions et d'autres états d'esprit. Pour autant, force m'est de constater que l'ennui est très différent de ce que je pouvais imaginer avant de pratiquer la méditation de façon régulière. Ne serait-ce que parce que nous avons tous été scolarisés, nous connaissons l'ennui. Et c'est encore plus vrai pour les personnes qui, comme moi, souffrent de TDAH. Pour nous, l'ennui a comme, je dirais, une autre épaisseur. J'ai toujours pensé que c'était ce qui nous rendait particulièrement créatifs. Pour échapper à l'ennui qui nous écrase, nous trouvons des tas de choses à faire. Nous inventons des histoires, nous dessinons dans les marges. Comment croyez-vous que j'ai appris à dessiner ? N'importe quelle leçon se transformait pour moi en un exercice de dessin. J'avais des feuilles, j'avais des stylos, et j'avais l'ennui. Les leçons à l'école, les longs trajets monotones, les réunions de bureau sont autant d'expériences qui nous font ressentir l'ennui et nous poussent à trouver des stratégies pour y échapper. Nous devenons ainsi des experts de l'ennui et des 1000 stratégies qui nous permettent de le tromper. Demandez à une personne avec un TDAH comment il trompe l'ennui. Les réponses peuvent être amusantes. Nous faisons toutes sortes de choses bizarres, plus ou moins conscientes et plus ou moins volontaires. Observez-moi attendre ma Ritaline au comptoir de la pharmacie. Il y a des choses un peu partout, c'est une pharmacie. Vous pouvez être sûr à 200% que je vais toucher un truc. Des labellos, je vais regarder les parfums, et essayer de les sentir, et me demander quel est mon parfum préféré, et si j'en achetais un, lequel ce serait. Des brûleurs de graisse, je vais lire les ingrédients, ou regarder la typographie du logo. Des coupe-ongles, je vais toucher les coupe-ongles. Il faut toucher les trucs. C'est comme si j'avais une voix en moi qui me disait « Vas-y, touche les coupe-ongles !» Une autre voix plus raisonnable objecte « Mais pourquoi tu aurais besoin de toucher ces coupe-ongles ? Ce sont juste des coupe-ongles. Tu as déjà vu plein de coupe-ongles avant. » Mais j'objecte, ce ne sont pas les mêmes coupe-ongles. Ceux-ci ont des couleurs et des formes différentes. Il y en a des bleus et des rouges. Ce faisant, je me tiens le plus longtemps possible sur un seul pied, ce qui me permet de tester mon équilibre, ce qui est très bon d'ailleurs. J'ai un très bon équilibre. Et puis évidemment, il faut ensuite se tenir sur l'autre pied pour compléter l'exercice. Ce qui est amusant, c'est que je suis certaine que les personnes avec un TDAH vont se reconnaître un peu dans ce que je raconte, alors même qu'elles auront sans doute adopté des stratégies très différentes pour tromper l'ennui. Ces petites stratégies sont très personnelles, bien qu'on retrouve souvent certaines similarités, comme le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de toucher des choses sans raison particulière. L'ennui peut parfois devenir insupportable. Même quand je fais quelque chose, je m'ennuie en même temps parce que ce n'est pas assez généralement pour mon cerveau hyperactif. Certains jeux vidéo demandent qu'un podcast soit joué en même temps. Un travail manuel est impossible pour moi à réaliser sans un fond sonore un peu stimulant, comme une vidéo de conférence en biologie par exemple. Et d'ailleurs, une vidéo d'une conférence en biologie nécessite obligatoirement un travail manuel, sans quoi je suis incapable de la suivre, même si le sujet m'intéresse. Dès lors, comment méditer sans mourir d'ennui ? Eh bien d'abord, laissez-moi vous rassurer sur une chose. L'ennui ne tue pas. Je ne sais pas si ça va vraiment vous rassurer, mais j'ai essayé et je peux vous garantir qu'il est strictement impossible de décéder à cause de l'ennui. Peut-être que ça ne vous rassure pas, peut-être qu'au contraire ça vous inquiète. Eh bien pas de panique, je vais en venir au cœur de mon propos. Toutes ces expériences à l'école, au bureau ou dans les salles d'attente ont fait de moi une championne absolue dans l'art de tromper l'ennui. Ainsi comme beaucoup de gens, en particulier les gens avec un TDAH, je croyais être une experte de l'ennui. Mais comment aurais-je pu être une experte de l'ennui alors que je passais ma vie à essayer de le fuir et de l'éviter, alors que lui essayait de me rattraper ? Et oui, c'est ça le sujet. La méditation nous propose une attitude complètement différente face à l'ennui. Une attitude que nous n'avons jamais osé avoir. Accepter l'ennui, plutôt que de le rejeter, vivre pleinement son expérience d'ennui. Alors, ça peut paraître fort désagréable et même horrible, et sans doute
Beaucoup de personnes avec ou sans TDAH n'auront aucune envie de tenter cette expérience d'accepter l'ennui. Mais pour celles et ceux qui seront assez courageux, quelque chose de très étonnant risque de se passer. C'est le principe même de l'expérience. Vous ne savez pas ce qui va se passer et ça peut vous surprendre. Ainsi, sans y avoir franchement réfléchi au début, j'aurais pu parier tout ce que vous voulez que lors d'une séance de méditation, l'ennui va croissant pour devenir de plus en plus insupportable, une véritable torture. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien sûr, tout est possible. Je ne connais pas les expériences de tout le monde et pour moi-même, les expériences diffèrent d'une séance à l'autre. Mais mon expérience et celle de bien des gens avec qui j'en ai parlé se ressemblent beaucoup. L'ennui vient, et puis il s'en va, et puis parfois il revient à un autre moment. Tiens donc, voilà qu'il se passe quelque chose de très étrange avec l'ennui. Comment est-ce que je peux m'ennuyer, ne rien faire, et puis ne plus m'ennuyer 5 minutes plus tard, alors que je n'ai rien fait et que je ne fais rien? Où est passé l'ennui? Eh bien, de fait, dans mon expérience, l'ennui est bien plus marqué au début de la méditation, dans les 5 premières minutes. Généralement, il passe. Selon mon état mental, je peux au contraire ne pas ressentir le moindre ennui au début, et puis il surviendra au bout de 10 à 15 minutes. Mais non pas par manque de stimulation, mais parce que je suis déjà surstimulée et que je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer en 10 minutes, alors même que je n'avais aucune concentration sur mon objet de méditation. J'ai toujours pensé que l'ennui était un simple résultat d'un manque de stimulation du cerveau. C'est d'ailleurs grosso modo ce que j'ai appris en cours de neurologie. Dans votre cerveau, il existe ce qu'on appelle un circuit de la récompense. C'est un ensemble de neurones connectés les uns aux autres, qui forment donc ce qu'on appelle un circuit. Et ce qui voyage dans un circuit de neurones, ce sont des neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur, c'est une molécule qui passe d'un neurone à un autre. Il en existe bien sûr de nombreux, mais dans le circuit de la récompense, nous retrouvons principalement la célèbre dopamine, le Graal que cherche tout le monde, en particulier les personnes atteintes de TDAH. Et pour une raison bien précise, le TDAH est en réalité, peut-être même avant toute chose, un dysfonctionnement du circuit de la récompense. L'inattention, l'agitation et l'impulsivité ne seraient que les conséquences de ce dysfonctionnement. Pour le dire autrement, nous n'avons pas assez de dopamine, ou plutôt, pour être plus exact, la dopamine dans notre cerveau n'est pas régulée et disponible aussi efficacement que chez les personnes neurotypiques. Donc, nous passons notre vie à en chercher. Cette quête de la dopamine, c'est ce qui nous rend, selon les individus, plus ou moins inattentifs, agités, impulsifs et aussi créatifs. Et si l'ennui est si terrible pour les personnes TDAH, c'est parce que ce manque de dopamine est bien plus marqué dans leur cerveau. D'où la comorbidité entre TDAH et addiction, car une addiction est justement la dépendance à une substance qui va activer le circuit de la récompense. Ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la dépendance à une substance qui n'active pas le circuit de la récompense, comme par exemple un antidépresseur. C'est une distinction très importante, parce que vous pouvez être dépendant d'un antidépresseur, c'est-à-dire que si vous l'arrêtez, vous aurez des effets de sevrage et la dépression va revenir, mais ça ne veut pas dire que vous êtes addict. L'addiction, c'est complètement différent. L'addiction, c'est quand vous prenez une molécule qui active directement le circuit de la récompense. Ainsi, contrairement à ce qu'on croit généralement, le danger des antidépresseurs n'est pas l'addiction, mais au contraire le fait que les gens sont susceptibles de stopper le traitement comme ça, parce qu'ils ne ressentent pas du tout le besoin ou l'envie de prendre ces médicaments, alors qu'ils en ont besoin. Et stopper un tel traitement sans avis médical peut avoir des conséquences graves. Bref, je digresse un peu, donc je reviens à mon sujet, l'ennui. Donc, selon ce que je pensais, l'ennui serait un arrêt ou un ralentissement du circuit de la récompense qui a besoin de fonctionner plus ou moins en permanence, surtout s'il est déjà un peu défectueux. Ainsi, mon professeur de neurologie à la fac disait que la pire torture, c'est l'absence de stimulation. Dès lors, comment expliquer que l'ennui qui survient dès les premières minutes de méditation puisse ensuite s'en aller comme par l'opération du Saint-Esprit pour revenir à un autre moment comme si de rien n'était? Je n'ai pas de réponse scientifique toute faite à vous fournir, mais j'ai essayé de répondre à cette question précise. Comment les personnes TDAH peuvent-elles méditer? Et comment cela peut-il les aider alors que leur circuit de la récompense est merdique et que méditer est objectivement ennuyeux? Eh bien pour répondre, je vais d'abord vous donner les éléments scientifiques que j'ai trouvés sur le sujet et je mettrai ensuite en parallèle avec mon expérience personnelle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pratique de pleine conscience demande au cerveau d'adopter un mode de fonctionnement différent de son état habituel.
Pour un cerveau TDAH en quête constante de stimulation, ça représente en fait une forme de nouveauté cognitive, et la nouveauté est précisément ce qui capte l'attention du TDAH. Ça rejoint exactement ce que je disais par rapport au fait d'accueillir l'ennui, qui a changé mon expérience de l'ennui et me l'a fait voir sous un jour nouveau. D'autre part, la méditation aide à épaissir le cortex préfrontal, la région impliquée dans la concentration, la planification et le contrôle des impulsions. Et elle augmente également le niveau de dopamine disponible dans le cerveau. La méditation provoque donc des changements fonctionnels dans le cerveau en induisant une réorganisation de l'activité neuronale, notamment dans le cortex insulaire et le cortex préfrontal. C'est la neuroplasticité en action. Le cerveau se recable. Alors, comment méditer quand on a un TDAH ? D'abord, commencez très progressivement. Les personnes TDAH bénéficient de méditations courtes, même de quelques minutes, dont la durée peut être progressivement augmentée. C'est le cas dans le protocole MAPS, qui, je vous le rappelle, est une variante du MBSR, Meditation Based Stress Reduction, mais c'est une variante spécialement mise au point pour les adultes atteints de TDAH. Ensuite, voir la méditation comme un entraînement actif. La pleine conscience vise à prendre conscience de ses pensées et émotions pour prendre du recul par rapport à elles, en évitant le vagabondage de l'esprit, qui représenterait 30 à 40% de l'activité mentale quotidienne. Pour le cerveau TDAH, ramener constamment son attention représente un exercice stimulant plutôt qu'ennuyeux, à condition bien sûr d'avoir conscience que quand vous ramenez l'attention parce que vous l'avez perdue, vous n'êtes pas en train de rater ou d'échouer, mais vous êtes simplement en train de méditer. C'est-à-dire que finalement, plus votre attention divague et vous la ramenez, plus vous méditez, et non pas l'inverse. En résumé, le cerveau TDAH peut méditer parce que la méditation n'est pas passive, mais constitue un entraînement actif du cerveau qui exploite la neuroplasticité. Au fil de la pratique, le cerveau développe progressivement de nouvelles capacités de régulation attentionnelle et émotionnelle, créant un cercle vertueux qui facilite la pratique elle-même. D'autre part, l'hypersensibilité est très fréquente chez les personnes atteintes de TDAH. Je ne connais pas une personne TDAH qui n'ait pas de sensibilité particulière aux stimulations sensorielles, ou au moins à certaines stimulations. Je suis désolée de ne pas vous donner de sources précises sur le sujet, je n'en ai pas trouvé, et je vous promets de rechercher plus largement là-dessus si ça vous intéresse, mais c'est un énorme travail parce qu'il y a vraiment de tout, et c'est pas facile de trier ces sources. Mais quoi qu'il en soit, ce que je peux affirmer de manière sourcée, c'est qu'il existe au moins une comorbidité entre TDAH et hypersensibilité aux stimuli sensoriels. Or, la méditation est une plongée dans l'univers sensoriel ordinaire, que nous avons l'habitude d'ignorer généralement, mais que nous ressentons tout de même à chaque seconde, et qui est une énorme source de stimulation quand on prend la peine de s'y pencher. Pensez-y, notre expérience de vie change à chaque instant, à chaque seconde même. Notre respiration n'est pas la même d'un instant à l'autre. Nous ressentons le contact de nos vêtements, l'air sur notre peau, des sensations digestives. Nous baignons en permanence dans un environnement sonore. Les bruits vont et viennent de différentes directions, avec différentes fréquences et intensités. Nous sentons le froid ou la chaleur, des tensions musculaires ici et là. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer longtemps à décrire toutes les composantes de l'expérience ordinaire d'être assis quelque part à, entre guillemets, ne rien faire. Vu comme ça, l'ennui ne serait non pas un manque de stimulation, mais le signe d'une difficulté à se concentrer sur les stimulations ordinaires de l'existence et de les apprécier pleinement. C'est pourquoi l'ennui va et vient lors des séances de méditation. Parfois, nous sommes concentrés sur le souffle, les bruits, les sensations corporelles ou tout autre objet de méditation, et dans ce cas, il n'y a pas d'ennui. Ça explique que, dans mon expérience, l'ennui est surtout présent au début de la session et disparaît ensuite. Lors d'un cours ennuyeux en classe ou d'une réunion de bureau interminable, quand nous déployons des stratégies élaborées pour tromper l'ennui, nous faisons diversion en trouvant des occupations à partir de rien ou de pas grand-chose dans notre environnement, et ça marche pendant un moment. Mais ces occupations que nous trouvons vont petit à petit épuiser leur faible potentiel de distraction. Nous faisons rapidement le tour de chaque possibilité, et donc l'ennui va revenir et va augmenter au fil du temps, au fur et à mesure qu'on épuise nos petites stratégies de diversion. Au contraire, lors d'une séance de méditation, nous acceptons l'ennui, et comme nous le ressentons pleinement, à chaque instant, il n'a plus vraiment de raison d'être au bout de quelques minutes et il se dissipe. Alors bien sûr, tout ce que je dis peut être nuancé et n'est pas valable 100% du temps. Il peut exister des séances de méditation dans lesquelles l'ennui devient de plus en plus pénible, au point que la tentation d'interrompre la séance se fasse de plus en plus forte. Ça m'est déjà arrivé, et c'est très intéressant parce que c'est une des choses qui nous confronte à la gestion de nos limites et à comment nous allons appréhender ce qui nous arrive.
En effet, il serait dommage d'interrompre la séance au premier signe d'inconfort, d'ennui, ou de j'ai envie de faire un truc, ou de tiens un papillon, etc. Mais d'un autre côté, le but de la méditation n'est pas de se faire souffrir, on n'est pas en train de se flageller, mais on est en train d'explorer notre expérience de vie avec curiosité, avec bienveillance, et se pose la question régulièrement quand on médite, quelle dose d'inconfort suis-je prêt à supporter pour continuer l'expérience ? Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Il n'y a pas de réponse toute faite, c'est à chaque personne de découvrir et de décider d'à quel point il est prêt à supporter un inconfort, une douleur, etc. Quand il médite. Généralement, si je m'ennuie beaucoup, ou si pour une raison ou une autre j'ai très envie d'écourter la séance, je me force quand même à rester assise un certain nombre de minutes, parce que si j'ai le sentiment que si je ne me force jamais à rester assise alors que j'ai envie de me lever et de faire des trucs, alors je ne vais jamais progresser et je ne vais jamais peut-être apprendre à tout simplement être bien avec moi-même quand je suis assise à ne rien faire. Mais je fais en sorte de ne pas avoir des expériences trop négatives de la méditation parce que je me connais un peu et je sais que ça risque de me dégoûter si je me force trop. Cet équilibre est différent pour chaque personne, mais ça change aussi beaucoup selon les périodes de l'existence. Quoi qu'il en soit, quand l'ennui survient lors d'une séance, je le prends comme un signe que je ne suis pas assez concentrée. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Il n'y a pas d'échec en méditation. Ça veut simplement dire que je ne suis pas concentrée à un instant T. C'est un simple constat. Et comme je le disais dans l'épisode précédent, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, méditer est un exercice et pas un résultat. Donc je médite autant quand je m'ennuie que quand je suis efficacement concentrée sur mon souffle, ce qui d'ailleurs arrive très peu souvent. Mais l'expérience est tout à fait différente, et c'est pour ça que c'est intéressant de continuer quand même un peu l'exercice, même si on s'ennuie. Au final, il apparaît que l'ennui est beaucoup moins terrible que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. En fait, j'en viens même à ne plus savoir parfois exactement ce qu'est l'ennui, à me demander même si ce qui me fait souffrir, c'est vraiment l'ennui en tant que tel, ou plutôt la peur et l'appréhension par rapport à l'idée de m'ennuyer, parce que effectivement, ça peut devenir très effrayant, surtout quand on a été confronté sans pitié à l'ennui, sans aucune considération pour notre handicap et pour nos besoins particuliers, ce qui est le cas de beaucoup d'adultes atteints de TDAH. En tout cas, pour ma génération, quand j'étais petite, il n'y avait pas de TDAH qui tienne, il y avait seulement des enfants chiants et mal élevés. Donc j'ai appris à détester l'ennui parce que ça pouvait être absolument atroce. Je me rends compte maintenant que mon expérience de l'ennui est très différente aujourd'hui, que l'ennui veut toujours dire quelque chose, qu'il est parfois le signe, non pas d'une absence de stimulation, mais de stimulation inadaptée à mon système cognitif, voire même parfois d'un excès de stimulation. Par exemple, j'adore socialiser, j'adore parler avec des gens, mais quand je suis dans une soirée pleine de gens que je ne connais pas, il m'arrive de m'ennuyer. Ce n'est pas que les gens ne sont pas intéressants, bien que ça puisse aussi arriver, bien sûr, mais c'est que socialiser vide mes batteries et qu'au bout d'un moment, j'ai besoin d'un type de stimulation qui ne soit pas de la socialisation, comme par exemple dessiner ou jouer à un jeu vidéo dans mon coin. Le fait de me mettre à dessiner en pleine soirée peut sembler bizarre et envoyer comme message aux invités autour de moi qu'elles sont ennuyeuses, qu'ils sont ennuyeux, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ça veut dire j'ai besoin de recharger mes batteries sociales quelques instants pour être à nouveau capable de discuter avec vous sans me surstimuler et sans m'épuiser. Autrement dit, dans ce cas de figure, l'ennui qui survient ne veut pas dire que les gens sont ennuyeux, mais que c'est tellement super de discuter avec eux que je n'ai plus d'énergie et que j'ai besoin de recharger mes batteries. Bref, vous le voyez, je croyais connaître l'ennui, et en réalité je n'en avais exploré qu'une toute petite partie, voire presque rien, si on part du principe que pour réellement connaître une émotion, il faut d'abord accepter de la vivre pleinement. Quelques jours avant d'écrire ce script, j'avais médité 35 minutes dans ma voiture garée sous la pluie, et je ne m'étais pas ennuyée du tout, pas une seule seconde, et j'aurais bien continué plus longtemps. Mais je devais aller travailler ensuite. Et j'avais zappé la méditation pendant 2 jours, j'avais l'impression de voir retomber un peu le chaos de mon esprit, un peu comme, vous savez, quand vous remuez la vase dans un étang, la vase va se redéposer au fond de l'étang, et ça prend un petit peu de temps, mais c'est comme un exercice d'apaisement de l'esprit, un peu comme l'eau qui ne bouge plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on adore les métaphores en méditation. Prendre le temps d'écouter la pluie, de sentir qu'on porte un pull tout chaud, de sentir le souffle de l'air sur notre visage. Bref, tous ces petits riens qui composent notre quotidien, mais auxquels nous ne prêtons pas attention généralement, c'est aussi une forme de liberté. Avant, j'aurais voulu prendre le temps d'écouter la pluie, mais je ne pouvais pas, j'avais toujours l'impression d'avoir plus urgent à faire, et au bout d'un moment, la pluie s'arrête.
La plupart des gens, surtout les gens hyperactifs, ont du mal à aborder la méditation comme autre chose qu'une contrainte. Mais c'est vous qui décidez si vous méditez ou non, quand et comment vous le faites. Et c'est vous qui en vivez l'expérience, et on peut l'espérer, les bénéfices. Et c'est vrai que les bénéfices viennent avec la régularité, donc on peut le ressentir comme une contrainte. Des fois je me dis que j'ai pas le temps, que j'ai pas envie de méditer, mais au final ça m'appartient, c'est mon choix de méditer ou non, et l'ennui aussi c'est quelque chose qui m'appartient. Au final, en méditant sur l'ennui, en décryptant l'ennui, je me rends compte finalement qu'il y a toutes sortes d'ennuis et que chaque forme d'ennui est une sorte de message. Comme si chaque fois que je m'ennuie, c'était comme une injonction de mon esprit du type ben vas-y, fais quelque chose. Et je peux choisir d'obéir ou non à cette injonction, parce que je me sens un peu plus consciente des choses. J'avais conclu mon script sur le fait que ces temps-ci, je ne m'ennuyais plus du tout, même quand je méditais. Et en fait, comme il s'est passé plusieurs semaines entre le moment où je l'ai écrit et le moment où je l'enregistre maintenant, et ben, maintenant ce n'est plus du tout vrai. En ce moment, je m'ennuie énormément et j'ai beaucoup de mal à méditer parce que c'est assez pénible, donc je médite par session courte. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver, et en tout cas ça fait partie de toutes les expériences qui nous racontent finalement que comme je le disais finalement au début, l'ennui va, vient, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer, c'est une expérience qui survient parfois, qui survient et puis qui s'en va, etc. Et finalement qui raconte tout autre chose que ce que je me figurais quand je pensais à l'ennui avant de méditer. Alors voilà qui conclut ce court épisode sur l'ennui, je vais revenir très vite avec plein d'autres sujets. Et en attendant, je vous laisse quelques sources pour finir sur le TDAH, notamment sur la régulation de la dopamine, parce que j'en ai pas mal parlé et les sources sont assez intéressantes sur le sujet. Et je vous dis à la prochaine, je vais revenir sans doute avec d'autres sujets et peut-être des invités, on verra. Alors, quelques petites sources pour cet épisode qui seront à creuser dans des épisodes ultérieurs. Evaluating Dopamine Reward Pathway in ADHD Clinical Implication par Volko et collaborateurs, paru en 2009 dans Journal of the American Medical Association, ou JAMA. Méta-analyse sur la dysrégulation émotionnelle dans le TDAH par Martel en 2009 dans le Journal of Abnormal Psychology. Il y aura beaucoup d'autres études sur lesquelles je vais me baser pour faire les prochains épisodes qui parleront beaucoup de neurologie. Évidemment, toutes ces sources seront disponibles sur le site web du podcast Les Questions qu'on pose, podcast.laurenplume.fr, et ça s'écrit donc podcast.laurenplume.fr, et je vous retrouve là-bas pour les sources, les nouvelles. Je sais que là j'ai pas sorti d'épisode pendant un temps assez long, mais je vous expliquerai tout ça éventuellement sur mon blog. Et je vous dis à la prochaine.